Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Électrisant, certes, mais également sensible et réfléchi, l'artiste que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui passe par un mélange de sonorités pour créer une musique absolument unique et enivrante. Derrière des sonorités électroniques opaques se cachent des textes introspectifs et délicatement juxtaposés à cette musique grâce à une voix douce et mélodieuse. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir le seul et unique Peter. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super. Un gros merci de venir avec moi aujourd'hui parler de ton nouvel album. Ça fait plaisir. Entre autres, qui sort, t'es de passage à Montréal pour ton nouvel album, en fait qui s'appelle Éther, qui vient tout juste de sortir vendredi dernier. Mm-hmm. Tu viens de faire paraître l'album. Entre-temps, t'avais 4 albums déjà à ton actif. T'avais un EP acoustique, une multitude de singles. Donc, tu sais, ça fait quand même pas mal de musique que tu sors. Mais je me demandais comment, en fait, la musique a commencé pour toi, puis pourquoi... comment, en fait, les synthétiseurs, comment ils te sont tombés sous le doigt? C'est un petit peu atypique, j'ai l'impression. Ouais, c'est un drôle de parcours que j'ai eu, en fait. J'essayais de me remémorer, par exemple, parce que je viens pas nécessairement, a priori, de l'électro-dance music. J'ai eu des groupes rock quand j'étais jeune, mais je pense que aussi loin que je puisse me souvenir, c'est la première chanson, et j'en fais un hommage justement dans cet album-là, c'est avec Born Slippy de Underworld. C'est une chanson qui, finalement, était dans la BO, dans la bande originale de Trainspotting, le film. Et voilà. Et ça, je me souviens avoir été... j'étais adolescent quand j'ai vu le film. Et je me souviens avoir entendu les pads de synthé au début avec du délai et tout, après avec une voix hyper punk. J'arrivais pas à comprendre c'était quoi ce genre de production-là, parce que bon, c'était pas de la guitare, c'était vraiment de... Et je me souviens que j'étais fasciné après ça, quand j'étais allé dans les magasins de musique, je me souviens que bon, je jouais pas de clavier, rien, mais mes amis allaient voir les guitares et moi je jouais un peu des pads sur des synthés un peu digitaux de l'époque. Mais après ça, c'est vrai que j'ai délaissé ça, parce que vraiment c'est la poésie en fait qui m'a vraiment initié à la musique et qui m'a fait faire finalement rencontrer mes premiers bands. J'avais un ami qui jouait de la guitare, puis en gros je récitais ma poésie sur des riffs de guitare à lui. Après ça, on a formé un band. C'est clairement plus le rock, ouais. Okay. Et après ça, oui, puis bon, j'avais été inspiré par les Doors à l'époque. C'était un peu l'époque de fin de l'adolescence, avec vraiment les poètes maudits et tout. Alors, j'ai été un peu initié par le rock à la musique et par les groupes. Et après ça, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, tout de suite, je me suis un peu affranchi de ce truc-là un peu plus collectif. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je regrette quand même la camaraderie de l'époque, et c'est quelque chose qui me manque parfois des fois être artiste l'esprit solo. C'est des fois tu prends tout dans ta gueule là, mais voilà, ça a vraiment été ça. Après ça, ça a vraiment été j'ai fait un album très guitare-voix, mon premier disque, mais c'est vrai que j'avais acheté une boîte à rythme qui joue un peu sur l'album ici et là, dans Oma par exemple et tout, sur le premier disque. Alors j'avais une curiosité, mais c'est vraiment avec une version améliorée de la tristesse qui est sortie en 2012 que là, je me suis dit, il faut que ce soit des nappes de synthé. Et là, je suis revenu à quelque chose de plus feutré, justement, un peu plus avec les pads, justement, de Born Slippy. J'avais cette fascination-là. Et là, je me suis mis à m'intéresser vraiment aux synthétiseurs. Mm-hmm. Et j'en ai eu un peu partout dans mes albums. J'ai flirté un peu avec l'électro-dance music, avec Noir Eden, mais sans y aller à fond. Et pour Éther, en fait, et après, je l'ai délaissé avec Super Comédie, un autre disque. Je voulais jouer de la guitare. Mais bon, finalement, il y a un peu de tout. Et là, j'avais envie d'un album qui n'a pas un peu de tout. J'avais envie d'un album radical, même dogmatique, parce que je voulais, en gros, vraiment, je me suis fixé des contraintes, c'est-à-dire de ne pas enregistrer de vraies batteries, de ne pas jouer de guitare et de vraiment focaliser sur mon matériel, mes séquenceurs, mes samplers. Fait que tous les drums là-dessus, c'est tous des séquenceurs. C'est tous des séquenceurs. Il y a des drum loops un peu mais qui sont libérés de droit depuis les années 70. J'avais envie de
il y a tellement de stock de bons sons de batterie qui ont déjà été enregistrés, puis avec les logiciels d'aujourd'hui, puis même avec des sampleurs que tu peux tout slicer, tu peux franchement recréer. Et c'est ce que j'avais vraiment envie, parce que c'est ce qui se faisait vraiment dans le hip-hop aussi, avec les MPC, tout ça. C'est de prendre, c'est ça, des breakbeats là, qu'on appelle, là, et de vraiment de tout dénaturer une batterie qui est enregistrée, la dépitcher, faire ci, l'accélérer, la ralentir, la traiter, exactement. Puis il y a la scène dans l'album, c'est très inspiré justement des fin 90, début 2000 avec la scène Big Beat, un peu comme par exemple on pense à Chemical Brothers, Prodigy, des trucs comme ça, là. Même Boards of Canada, dans des sons de batterie comme ça en tout cas. Mais bon, Boards of Canada c'est de l'ambiance, c'est pas du Big Beat, mais j'avais envie d'avoir ce genre de batterie-là et bon, tu peux dépenser de l'argent à traquer une batterie puis la reprocesser, mais on a tellement déjà enregistré que là, j'avais envie de me dire, j'ai envie que ça reste dans mon ordi, que d'aller faire du techno par moment, d'avoir des trucs assez brutals. Là, il n'y a pas encore... c'est ça, dans l'album, dans les singles, bon, ça reste des singles, c'est tout le temps un peu plus gentil, mais il y a des trucs plus percutants encore dans l'album desquels je suis hyper fier. Ouais. Nice. Puis là, on s'en va, en segment musique, on s'en va écouter en fait, c'est le super... En tout cas, moi, j'adore la pièce 20 000 heures de solitude que tu avais sorti en single il y a quand même quelques mois, quand même. Oui. Puis, justement, on vient d'en parler, Fucking Poésie. On va écouter ces deux pièces-là du nouvel album. Veux-tu nous dire un peu qu'est-ce qu'on s'apprête à écouter? Peut-être plus 20 heures de solitude. Fucking Poésie, on a abordé un peu, mais qu'est-ce que ça parle, ces tunes-là? Puis, ça parle justement, je pense que c'est le terrain le plus connu de Peter que les gens avaient déjà écouté. C'est un peu revenir un peu quelques années plus tard après Noir Eden et version améliorée. Ça parle de quelqu'un justement qui vit sa vie un peu seul finalement dans la solitude et qui reconnaît pas vraiment le monde dans lequel il vit, que finalement il y a pas vraiment on comprend qu'il y a quelque chose post-pandémie qui est demeuré un peu qui se sent encore en captivité alors que plus personne l'interdit de sortir, mais que maintenant il se sent encore coincé dans sa tête finalement. Je trouve ça file vraiment comme quelqu'un qui comme observe un monde qui va vite autour de lui alors que lui est comme immobile, genre. C'est un peu ça. C'est comme ça que c'est un peu ça. Et je pense peu. que c'est un peu ça, vieillir. C'est un peu ça, avoir du temps comme j'ai du temps en tant qu'artiste. C'est vrai que j'ai pas un day-to-day job. Alors, des fois, j'ai beaucoup de temps et je vois tout le monde a l'air sur des rails un peu quand je sors dehors. Alors que moi, des fois, je sais juste pas où je vais. Je peux me mettre au coin d'une rue puis je dis bon, je vais où, moi? Et c'est assez bizarre. Alors, je ne sais pas moi-même où je vais. Il y a cette parole-là. Fait que c'est un peu, voilà. Et 20 000 heures, l'idée, c'était de dire que, c'est de faire un peu le tour de la solitude dans le sens et de... Bon, on dit que ça prend 10 000 heures pour maîtriser quelque chose. Alors, voilà. Parfois, on a l'impression vraiment d'être allé au bout. Alors, c'est ce que ça raconte. Cool. Bon, on s'en va écouter ça de ce pas. Donc, 20 000 heures de solitude et Fucking Poésie de l'album Éther de Peter. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce 20 000 heures de solitude et Fucking Poésie de l'album Éther de Peter. En 2012, tu as fait paraître ton deuxième album qui s'appelle Une version améliorée de la tristesse, qui a été un succès acclamé, particulièrement en France. Est-ce que tu sais... c'est quoi ton hypothèse? Pourquoi ce genre de musique-là a pogné particulièrement en Europe? J'ai de la difficulté à faire le bilan. C'est sûr que peut-être, justement, j'en parlais quelques jours avec un journaliste du Devoir, tout ça. Mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été... Il y a eu des gens ici que l'album a touché immédiatement, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça a mis un peu de temps et j'ai l'impression qu'il y avait un certain préjugé par rapport à ma façon de chanter, je pense. Et je pense qu'en France, ça passait un peu mieux, ce genre. Ah ouais? Déjà, mon français, de la façon que je l'articule, peut-être qu'ici, ça semblait un peu maniéré. Aujourd'hui, je pense que, aujourd'hui, il y a tellement de choses que ça va, mais c'est vrai que là-bas, ça a été facile, en fait. Okay. L'accueil a été plus facile qu'ici. Et je sais pas trop pourquoi. Ça a mis un peu plus de temps. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Et c'est évidemment ce que j'ai eu l'impression. Je pense qu'il y avait quelque chose de... Ouais, il y avait quelque chose de nouveau que je pense qu'en France, ils attendaient aussi avec une certaine nouveauté de la chanson française qu'il n'y avait pas vraiment, en fait, en 2012, 2013, 2014. Ouais. La première, vraiment, ça a été, pour moi, c'est Christine and the Queens. Mais sinon, c'est vrai que ça a mis du temps
avant d'avoir un renouveau, maintenant, il y a juste vraiment des bons bands et des bons artistes en France. Il y en a énormément en chansons françaises. À l'époque, c'était souvent des groupes qui chantaient en anglais un peu avec un drôle d'accent. Fait que franchement, le monde a changé. Alors, je pense qu'ils attendaient du renouveau de la chanson. Alors, ils étaient prêts pour ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que ça a été facile là-bas et je pense qu'ils comprenaient les thèmes, mais j'ai de la difficulté à faire le diagnostic de ça, très honnêtement. Penses-tu que... Puis là, c'est une hypothèse, puis ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être, avant le Québec, peut-être eu un désir pour la musique un peu électro-pop. Absolument, c'est très dans la fibre. Déjà, les Français adorent danser. Ils adorent quelque chose d'entraînant, puis une version avec quelque chose, oui, de mélancolique, mais il restait que c'était pas quelque chose qui était abattant. C'était quelque chose qui te laissait porter, de réconfortant. Et je pense que oui, ils étaient prêts pour ça. Et oui, clairement, en Europe, il y a déjà plus ce courant-là, qui aujourd'hui, au Québec, c'est plus stressant de sortir quelque chose d'électronique aujourd'hui. Je pense que le Québec est rendu oui, là, mais il y a 10 ans. Ça fait 10-12 ans, ouais. Ça fait que maintenant, c'est absolument. Fait que je pense que ça a été un peu... je me sentis un peu guinea pig de ça, un peu ici. Puis de sentir que... mais c'est venu, mais plus tard. Et c'est pas qu'il y avait... Parce qu'il y a des journalistes qui m'ont suivi dès le début, très honnêtement. Mais j'ai l'impression que c'était quand même un peu laborieux de me sentir même légitime. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on m'a accueilli vraiment les bras grands ouverts. T'avais-tu fait une promo en particulier ou ça a juste adonné que ça l'a fait? C'était une drôle d'époque. Je pense que mon album avait leaké. Et moi, il y a des compagnies de disques qui m'écrivaient vraiment en direct, en fait, sur Facebook, et tout. Fait que franchement, ça a été... Je sais pas comment... Quelqu'un m'a entendu dire que j'allais sortir quelque chose et que c'était vraiment nouveau. Okay. Et les gens... Fait que ça avait réussi à se rendre à des gens. Je sais pas comment. C'est assez étrange. Et voilà, alors on a eu, vu qu'on avait quand même le choix, on a eu beaucoup de... Après, on a signé, c'est ça, j'ai fait 2 disques avec Sony Arista, fait que c'est sûr que ça a été un label qui a fait, ça a fait la différence d'avoir c'était un major, c'était une grosse structure, alors... franchement, il y a eu ça qui m'a vraiment aidé. Après, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que c'est vrai que la plupart des gens connaissaient l'album en 2012, alors que là-bas, il fallait que je le sorte en 2014 et que je fasse semblant que c'est nouveau. Et c'était une autre époque. Il a fallu que tu fasses comme une double sortie. Puis même, on a géobloqué. Là, on vient de réussir à libérer des vidéos parce que par exemple, parce qu'en fait, il fallait qu'il y ait un carrousel sur YouTube pour la France, puis un carrousel pour le Canada, okay. Mais il fallait que ce soit géobloqué. Alors, on pouvait pas y avoir accès. Maintenant, on a accès aux 2 vidéos. Il y en a une de 1 million de personnes, une autre vidéo de 250 000. Fait que, bon, j'ai essayé de les combiner, ça marche pas comme ça, mais au moins maintenant, ils sont disponibles. Pendant un moment, j'étais comme, c'est poche quand même que ça se... En plus, bon, c'est un gros single pour moi. Fait que c'était un peu dommage que ça se compile pas, mais oui, c'était très rétention d'informations. Tu vois, on essayait, mais bon, avec Internet, c'est compliqué. Il y a des journalistes qui disaient, oui, bon, c'est sorti depuis 2 ans, quoi. Puis je disais, oui, mais non. Fait que, ouais, non. Il faut que tu joues la game, mais tu sais pas trop par où. Fait que, mais ça a été quand même des très belles années de ma vie. Et oui, ça a été une opportunité pour moi de vivre autre chose aussi, de sortir d'un pays, de sortir de mon pays, d'aller à un endroit, avec la même langue. Alors ça, c'était pas trop compliqué, mais ouais, j'ai vécu de très belles choses avec ça. Puis après, bon, au Québec, ça m'a validé d'une certaine façon et ça a fait du bien partout, en fait, en réalité. Et moi, ça n'a jamais été l'idée, c'était de dire que le marché québécois était une seconde zone ou rien. Après, j'avais envie de tout faire en même temps. Voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est un album pour moi qui... ça a ouvert beaucoup de portes, en fait. Ouais. Et même aujourd'hui, je sens que ça a touché au Québec. Là. Ça n'a pas juste touché en France, mais ça a mis un peu plus de temps, en fait. Ouais. Puis, y a-t-il une raison pour laquelle tu as décidé de revenir au Québec les dernières années? Ouais, quand même. Des raisons un peu comme... des raisons un peu bof, dans le sens que ça s'est joué à presque rien, mais bon, je fais de la musique depuis un moment. J'ai eu des bonnes années. J'ai eu des années plus difficiles, surtout, là, je pense à la pandémie. Financièrement, je voulais acheter quelque chose. Fait que j'ai acheté quelque chose, en gros. Là-bas, c'était comme pas possible pour moi. Sinon, il a fallu que je sois vraiment patient parce qu'il a fallu vraiment que là, je bouge toute ma fiscalité là-bas. Et c'est que là, je faisais un peu le grand écart. Et il fallait que j'étais rendu à un moment que je choisissais de soit y aller pour faire le move, puis là, ça aurait été vraiment à très long terme.
de tout vendre ma compagnie, blablabla ici, et ou d'acheter quelque chose au Québec et de revoir ma mère que j'avais pas vue pendant la pandémie. Même chose pour ma copine, elle est canadienne, mais on s'est rencontrés là-bas. Fait qu'en gros, on a acheté un appart à Montréal, mais en même temps, on avait un bail entre les mains pour déménager à Lille, dans le nord de la France, quelque chose de plus relax, avec un peu plus d'espace. Et en même temps, je démarchais pour envoyer tout mon studio par conteneur, par bateau. Fait qu'on menait une double vie. Fait que franchement, on savait pas trop. Puis on a eu de la préautorisation hypothécaire. Puis là, on s'est dit, ben écoute, faudrait... Puis moi, c'est bon, l'angoisse, pendant la pandémie, je voyais mon fric un peu sortir non-stop. L'album, je savais qu'il allait pas vraiment vivre. Tout ça en n'étant pas propriétaire, c'est peut-être pas sage dans un monde de musique, surtout que bon, je pense pas que les revenus, ça va s'améliorer. Fait que j'avais vraiment cette angoisse-là de dire, OK, j'ai jamais rien acheté avec mon argent que j'ai fait en musique et tout ça. Fait gros, en gros, on est déménagé à Montréal, on a acheté un appartement. Après ça, je viens de le vendre pour déménager à Québec. J'ai acheté une maison à Québec. Ah, c'est un parcours. Les 3 dernières années, ça a été vraiment la maison, la question de la maison. Puis je pense qu'il y a 2 ans que même à Montréal, je sais pourquoi je suis revenu ici en fait en réalité, parce que j'ai pas beaucoup plus de place qu'à Paris parce que c'est quand même cher au final Montréal maintenant. Alors voilà, ça a été au début, c'est ça, comme une phrase d'André Gide, c'est choisir, c'est renoncer. Ouais. Et ça, je le savais en quittant que bon, mais des deux côtés, c'était la même chose. Il y a un moment, si j'avais renoncé un peu au Québec, il y a plein de choses que c'est ça. En tout cas, ça franchement, c'était très tumultueux dans ma tête à cette époque-là. Puis même en revenant, je me suis dit pendant 2 ans, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et là, maintenant que je suis à Québec, je promène mon chien près de la rivière Saint-Charles. Puis j'ai de l'espace pour mon studio, ma copine a de l'espace pour travailler. Je me dis, waouh, là, c'est la bonne décision. Puis je retournais en France, il y a quelques jours pour faire de la promo. Et c'était la première fois que je retournais en 3 ans. Et c'était bizarre. Ah ouais, Je suis allé revoir mon ancien appart de dehors et tout. Et bien, c'était magnifique. Mon quartier qui s'est encore plus développé dans le 18e et tout. C'était cool. Mais maintenant, j'étais prêt. Je pense que j'avais été encore dans l'appartement. Je pense que j'aurais trouvé ça dur. Là, ça a été une partie de ma vie. Mais maintenant, je suis prêt à autre chose, de vivre quelque chose de plus calme. Mais c'est vrai que pendant un moment, je voulais plus être confronté à la France. J'essayais de même pas regarder aucune émission. Je buvais même plus de vin français. Je buvais des vins n'importe où sauf la France juste pour pas y penser. Fait que ça me triggerait un peu trop. Parce que ça me manquait, puis ça me manque encore. L'Europe me manque beaucoup. Mais bon, ma vie à Paris était terminée. Je veux dire, il y a un moment, Paris, c'est devenu un peu... C'était tendu, là, aujourd'hui, c'est encore plus tendu. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi quelques années, tu as été diagnostiqué avec une perte auditive neurosensorielle soudaine. Ouais. J'imagine que ça doit faire un sacré choc pour quelqu'un qui vit de son audition là, dans la vie. Absolument. C'est comment que c'est de recevoir une nouvelle de la sorte? Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais pas trop ce qui se passe. Là, c'est un bourdonnement que j'ai eu dans l'oreille gauche vraiment intense vers 4 heures du matin. Je suis allé à l'hôpital. Et bon, au début, ils disaient, si ça se trouve, c'est juste un bouchon de cérumen, mettez des gouttes et dans une semaine, ça va tomber. Et finalement, moi, j'ai insisté. Ils me l'ont enlevé, finalement, le bouchon. Et ils ont dit, avez-vous encore une perte? J'ai dit, bien sûr, j'ai encore une perte. Je le sais que c'est pas juste un bouchon. Alors là, ils m'ont dit, OK, là, c'était la course contre la montre. Fait que je suis content d'avoir poussé un peu. Alors, si les gens écoutent, des fois, pousser parce que les urgentologues, ils ont beaucoup de choses à faire. Et assurez-vous, en fait, parce que après, il y a moi, ça n'a rien changé parce que j'étais encore dans le temps, mais c'est une course contre la montre, quelque chose en 24-48 heures, faut prendre des antiviraux et de la cortisone, des corticoïdes, que ce soit en injection intratympanique ou en cachet. Ouais, parce que ça peut faire une différence. Moi, malheureusement, ça n'a pas fait de différence. Alors, j'ai eu une perte qui est définitive. À partir de 2000 Hertz, mon oreille, mon audition se périclite et en fait, fait que j'ai perdu beaucoup de haute. Alors, il y a certains hi-hats à gauche que j'entends plus. Je veux dire, si je me bouche l'oreille droite, c'est vrai que, par exemple, s'il y a des violons et tout, toutes les harmoniques un peu, je les entends. C'est un peu flou, c'est un peu... pas nécessairement beau, mais bon, il y a plein de fréquences que j'entends encore. J'ai eu un gros acouphène. Fait que oui, ça a été tout ça pour dire que au début, je pensais arrêter, très honnêtement, parce qu'au début aussi, il y a la rémission de ça, c'est que mon oreille était fatiguée, elle distorsionnait moindre son. Juste regarder la télé, c'était pas possible. Fait que je me dis... Puis entendre la musique, ça me brisait le cœur parce que je l'entendais plus. Puis c'était
dégueulasse comment ça sonnait au début. Mm. Et le temps que l'oreille... Là, maintenant, ça va. Le cerveau compense, et ça, tout le monde me le disait depuis le début. Alors, c'est une question de temps. Ça met du temps. Ça m'a mis au moins 5 mois. J'ai été à terre. J'avais tout listé mon studio pour tout vendre, très honnêtement. Et à un moment donné, j'ai un ami qui voulait venir dans mon studio juste pour jammer, Nico Ormiston, et il me dit, veux-tu faire des batteries sur mes trucs? Et j'ai comme repris confiance avec ça. Je dis, ouais, sure, gratuit. Genre, j'étais là, viens chez nous, je vais te le faire gratuit. J'ai juste envie de voir comment je... Et là, je me suis remis un peu là-dedans, dans la musique, et j'ai recommencé là où j'avais laissé l'album, en fait, que j'avais déjà entamé avant. T'étais en processus. Okay. Ouais, même avant de quitter Paris, il y a des chansons comme 20 000 heures de solitude, d'ailleurs, et On a besoin d'amour sur le disque, et même dans Ce soir, loin en tout cas, le titre est long, je peux pas tout le dire. Dans Ce soir, dehors, quelque part, loin de ton téléphone. C'était déjà, oui, c'est venu dans un disque dur de France, et okay. j'ai continué à peaufiner après. Mais oui, après, j'ai recommencé là où j'avais laissé les choses, en fait. Ouais. Puis, est-ce que ça a changé ton rapport à la musique? Oui, absolument. Encore, je pense que je me découvre encore dans le sens que déjà, c'est de m'habituer déjà que à gauche, ça se peut que les hi-hats, j'ai l'impression que ce soit pané à droite. Et ça, bon, je m'habitue à ça. Évidemment, je fais plus attention qu'avant au niveau sonore pour mon oreille qui est en santé. Ouais, exactement, parce que si elle se mettait à sonner comme l'autre, je pense que là, je tirerais un peu la plug, comme on dit, parce que voilà, là, j'ai encore fait quoi? Je fais plus gaffe. C'est sûr qu'en studio, des fois, je me fatiguais plus vite. Je voulais qu'on descende un peu le son aussi, parce que c'est facile de s'emporter en studio, tu montes graduellement, tu t'en rends pas compte. Mais non, c'est ça, fait que oui, ça a changé mon rapport avec la musique, ça c'est sûr et certain. Après, j'ai appris à vivre avec ça, en fait, sinon je pense que j'aurais arrêté, hein. Mais et l'amour est revenu aussi, je l'ai pas fait juste parce que c'est ce que je fais comme boulot, mais oui, ça l'a teinté quelque chose, et ça l'a changé définitivement mon rapport à la musique. Oui, j'imagine. Avant l'entrevue, tu m'as parlé de 2 pièces qui, d'une certaine manière, t'ont inspiré en tant qu'artiste que tu es aujourd'hui, la musique que tu fais aujourd'hui. On parle de la chanson Poésie de l'artiste Chaton, ainsi que Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Balavoine, ouais. Balavoine. Ouais, en fait, Chaton et Poésie, je dis pas que c'est ce qui m'a... C'est que j'ai l'impression de juste... c'est un homologue que dans le sens que je trouve que c'est... Voilà, c'est un poète. On fait sonner la musique différemment, mais il a réussi à me faire aimer quelque chose qui, a priori, ne devrait pas me plaire parce que c'est avec de l'autotune et c'est un peu reggaeton. Et bon, il y a eu beaucoup de musique comme ça pendant un moment. Et finalement, son songwriting est tellement puissant. Et quand cette chanson-là est sortie, j'étais comme... On était chez le même label à l'époque, chez Arista Sony France. Et quand c'est sorti, j'ai fait putain non, ça c'est gros quoi. Et je trouve que c'est un des meilleurs textes que j'ai entendu depuis longtemps. Alors puis bon, on a fini par se parler aussi, c'est rare des fois entre chanteurs qu'on se parle et que qu'on connecte, et lui franchement, il m'écrit tout le temps un nouveau numéro, je comprends jamais, des fois il m'écrit sur WhatsApp. Là quand j'étais en France, j'ai essayé de le rejoindre sur 4 numéros, il y en a plus un qui c'est une personne assez comme mystérieuse, et je trouve que c'est un vrai artiste. Je trouve des fois je dis pas qu'il y a pas beaucoup de vrais artistes, mais lui, c'en est un plus que vrai, quoi. Ouais, c'est un vrai. Il est là pour les bonnes raisons. Il est pas corrompu par... Je trouve que c'est un pur, en fait. Et je trouve que cette chanson-là, c'est une grosse chanson. Exactement. Il sort, je pense, 3-4 albums par année. Hein. Ouais. C'est un fou. Tu regardes son Apple Music, mais ça déboule, quoi. Pour vrai, tout le temps, il m'envoie tout le temps des trucs. J'ai envoyé l'album aussi. Puis non, on partage une certaine affection l'un pour l'autre. Puis cette chanson-là, franchement, pour moi, elle a été... ouais, vraiment puissante, en fait. Super. Et Daniel Balavoine, en fait, c'est Daniel Balavoine, Tous les cris, les SOS, qui ici a été quand même popularisé au Québec par Marie-Denise Pelletier, une version qui est très bonne aussi, mais bon, la version originale de Daniel Balavoine est assez incroyable, en fait, puis parce que bon, c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de la musique en français. Et je me suis dit, ramenant encore un Jean Leloup, parce que bon, évidemment, ma génération n'avait rien d'autre que Jean Leloup qui était alt-pop, qui était edgy. Québec, fait que franchement, c'était compliqué. Alors Jean Leloup, j'ai pas choisi Jean Leloup parce que je sais pas pourquoi, mais parce que, en fait, j'ai décidé de choisir. Je me suis interrogé l'autre jour parce que j'étais dans un karaoké.
Et une amie... S'interroger dans un karaoké. Ouais, parce qu'elle a chanté tous les cris de SOS et même dernièrement, je m'étais réintéressé à cette chanson-là puis je me suis posé la question suivante, c'est est-ce qu'il y a déjà une meilleure chanson en français qui a déjà été écrite? Ah ouais, en fait? à ce point. Je trouve que c'est grandiose, ouais, c'est la classe. Vraiment, autant la prod que, bon, l'interprétation de Balavoine, il chante... alors que moi, quand je chante, je suis assez haut, mais lui, franchement, c'est vraiment un grand chanteur. Il est décédé. Mais cette chanson-là est incroyable dans tout pour moi. Franchement, c'est, je pense, la chanson que j'aurais aimé écrire, que je vais être éternellement jaloux de ce talent-là. Et ça l'a forgé, je pense, un peu d'une façon très subtile, hein, parce que bon, même que je l'ai redécouvert plus tard, mais à l'époque, on l'entendait beaucoup, cette chanson-là, quand c'est sorti en 85, je suis né en 84, mais bon, c'est une chanson qui a roulé beaucoup. Après, il y a eu Marie-Denise Pelletier. Le songwriting est incroyable. OK. Et la prod, il prodait quand même pas mal de trucs dans son studio. J'ai vu une vidéo YouTube, justement, qui défendait un peu son rapport avec les ordinateurs, que les journalistes disent, oui, mais... Est-ce que, bon, c'est drôle parce qu'on vit la même chose aujourd'hui, 40 ans plus tard, de se faire dire, oui, mais est-ce que l'artiste va encore, exactement, puis bon, lui, il disait, moi, je me sers l'ordinateur pour distorsionner des sons ou peu importe, ça, c'est des vieux trucs, des vieux synthés, et franchement, en tout cas, la chanson, je trouve que, je pense, en français, je peux pas penser à une chanson aussi puissante que ça, en fait. Super. Bon, super hâte d'écouter ça. On s'en va écouter, en premier lieu, Poésie de Chaton, puis Tous les cris, les SES de Daniel Balavoine. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter Poésie de Chaton, puis Tous les cris, les SES de Daniel Balavoine. Peter, j'ai demandé en fait aux auditeurs du podcast de te poser des questions que je te poserai à mon tour. On va y aller avec une question qui brûlait les lèvres d'un auditeur. Peter, en show, ça ressemble à quoi? En show, le prochain show, avant, bon, il y a eu beaucoup de formules quand même. Aujourd'hui, je pense que ça va être... Déjà, j'ai pas, ça pourrait se faire à deux d'une certaine façon parce que le disque est très... il pourrait être tourné vers un DJ set si on voulait, mais j'ai envie que ce soit à l'image de l'album, c'est-à-dire qu'il y ait quand même quelque chose d'assez interactif. On va pas juste appuyer sur play parce que bon, le DM, en réalité, tu pourrais juste jouer avec des backing tracks, mais on va avoir le moins possible. On va être 4 ou 5 sur scène. On est en train de statuer à savoir si on va avoir un vrai batteur ou pas. En fait, c'est la pertinence. C'est, je pense, aussi par rapport à mon catalogue d'avant. Bon, puis c'est un peu insécurisant jouer sans vraie batterie. Alors, mais ça va être en gros que il va avoir la même station finalement de synthé et de séquenceurs finalement interconnectés, lockés en BPM, sur lesquels on peut jammer. Parce que le disque a vraiment été fait comme ça. Et c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. J'ai envie qu'on retrouve un peu ce côté jam-là de l'album, mais surtout, je pense qu'en live, justement, à quoi ça va ressembler Peter pour l'album Éther, je pense que ça va être je pense que j'ai jamais vraiment jammé sur scène, mais là, je veux des structures vraiment ouvertes à la fin pour faire danser les gens, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Puis je trouve que ça s'y prête beaucoup. Aussi, dans l'album, je trouve qu'il y a quand même beaucoup des moments où est-ce que c'est juste la musique. Puis je trouve ces moments-là comme en live. Quand les gens dansent, tu veux pas arrêter. C'est ça, exactement. Fait que moi je pense que ça va être tourné vraiment. On va vraiment être à l'écoute un peu du public. Ouais. Cool. Une autre question plus technique. Qu'est-ce qu'il y a sur ton pedalboard? Oh my God. Qu'est-ce qu'il y a sur mon pedalboard? Là, en ce moment, honnêtement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de guitare, bonne question, mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris mon pedalboard et je l'ai j'ai enlevé les modules et je me suis fait... quand je suis parti en France pour faire de la promo, je voulais être sûr que la voix, finalement, ça soit un peu... qu'elle ait un parti pris assez tranché. Et en fait, j'ai chanté à travers mes pédales... de guitare, en fait, vraiment toute la promo, vraiment avec mes propres effets. Fait que je pense que maintenant, ce que je dirais que j'aime bien, parce que bon, j'ai rien de complète, j'ai pas des pédales incroyables, mais bon, guitare, Compressor Diamond et tout ça. Mais je pense que la Zoya, c'est mon nouveau trip maintenant. La Zoya, que c'est finalement c'est modulaire. Tu peux tout j'ai faire la chance avec de ça. gosser dessus. Et c'est, franchement, ça change trop pour dire, OK, ma chaîne, et
j'ai découvert qu'au final, le tone de la guitare, c'est vraiment, oui, les pédales, mais c'est vraiment la guitare en tant que telle et la façon de la jouer. Fait que je considère pas être assez un érudit aussi du tone de guitare pour dire ça, évidemment, mais je pense que la Zoya, maintenant, c'est devenu, un vibrato subtil, mais présent, ici et là, avec une bonne compression, mais ouais, je sais pas, pas grand-chose finalement, mais je pense qu'il doit y avoir des photos sur Instagram qui en diraient plus, mais fait que ouais, j'ai un délai d'Aimé Dash T120 que je trouve assez cool aussi, mais bon, à quel point ça fait une différence, c'est ça que je sais pas, mais c'est... Ma strat rose, je pense que c'est ce qui fait, en tout cas, dans les derniers lives que j'ai fait quand j'étais en solo, je trouve que, en tout cas, là, j'avais une maîtrise de l'instrument et finalement, les pédales, c'était plus grand-chose. Ouais, la guitare, c'est vraiment important, en fait. Qu'est-ce qui a motivé à faire ton album acoustique? En fait, tu as un album, c'est un EP Session Live H2T qui est sorti en 2022. C'est ça, tu sais, ça sort un peu de ton l'esthétique habituelle. En fait, c'est que j'ai commencé mon premier disque, c'était acoustique, mais c'est mon label en réalité, c'est même pas moi qui ai poussé pour ça, c'est eux qui ont dit ce serait le fun que tu fasses ça. J'ai dit en pleine pandémie, est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à faire? Honnêtement, j'ai dit on voulait faire un live avec ça, on voulait créer du contenu. J'étais pas contre, en fait, mais moi, j'avais pas c'était pas dans mon agenda, disons. C'était pas quelque chose d'artistique, un stunt ou rien. Je pense que c'était juste de venir un peu en arrière. Ça célébrait un peu mes 10 ans de carrière, d'une certaine façon. Mais pour moi, il y avait pas de risque artistique. Puis pour moi, un album, c'est nécessairement un positionnement artistique. Fait que moi, c'était juste de jouer de la guitare devant un micro puis des caméras. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, tu sais, tu sais, ça prouve un peu comme acoustique. Tu sais, quand c'est acoustique, on dirait que ça prouve quelque chose à beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, souvent l'artiste peut se cacher derrière de l'électronique. C'est sûr que là, derrière la guitare, je suis pas un très bon pianiste ou joueur de claviériste. La guitare, il reste que c'est mon instrument. C'est le seul que je maîtrise en chantant, puis que, bon, ça me stresse pas de jouer. Jouer des claviers live, c'est encore... Je vais en jouer, mais j'aime mieux les jouer en studio puis pas chanter en même temps. La guitare, c'est sûr que c'est là que tout a débuté pour moi. Je compose de moins en moins, mais bon, j'avais un album quand même prêt là, pour faire un album guitare-voix aussi. Mais bon, en ce moment, je pense qu'il faut que je reste sur une cohérence avec ce que je viens de sortir. Je vais pas tout de suite changer mon fusil d'épaule. Parfait. Ben, rapidement, on s'en va écouter Soleil, qui est un autre single qui avait paru avant la sortie de l'album Éther, puis Éther, de l'album Éther, la chanson Éther. Veux-tu nous en parler un petit peu de ces deux pièces-là rapidement? Oui. Soleil, c'est la chanson qui ouvre le disque, qui est vraiment... c'est un des sentiments les plus étranges que j'ai eu en la composant, parce qu'elle a un côté vraiment creepy, les pads du début, hyper... Et ouais, je savais pas où j'allais avec ça. Genre, avant de commencer avec Je suis le soleil. Quelque chose de super comme ominous, un peu, sinistre, un peu. Au début, j'étais même pas sûr d'aimer ça, tellement que ça me rendait mal à l'aise. C'était lugubre. C'est une vibe différente quand même. Et finalement, c'est devenu une de mes préférées. Et c'est pour ça qu'il y a un moment aussi, ce que ça raconte, c'est ça, de vouloir que la vie cherche un peu à à aller vers ce qu'il appelle dans son essence et tout. Et c'est pour ça qu'il y a un moment j'ai une grande liberté en plein milieu de la chanson. Il y a un long moment ambiant que là, vraiment, le soleil rentre. Mais au début, c'est quand même... C'est ça qui est assez drôle parce que je parle de soleil, mais c'est assez... c'est assez grave de la façon que le ton finalement. Ouais. Et après ça, il y a une légèreté qui arrive à un certain moment et je trouve que c'est assez unique. J'ai réussi à faire quelque chose que ce n'est pas comme moi. Et je pense que dans Éther, j'essayais de pas sonner comme moi et c'est pas facile de pas sonner comme soi-même. Très honnêtement, c'est pour ça que franchement, tu me demandais les deux. J'y suis arrivé avec Soleil, avec Éther et Fucking Poésie. Même Fucking Poésie, des fois, je l'ai glissé dans des soirées pour voir si les gens allaient dire c'est ta chanson, puis personne s'en rendait compte. Et ça, je trouvais ça cool.
vois. OK. De réussir à m'émanciper un peu de ce qu'on dit. Ah, mais ça, c'est du Peter Peter. Non, en fait. C'est une bonne technique, par contre. Ouais, justement, je le glissais à travers plein d'autres trucs. Et le français est tellement effacé qu'on n'entend pas. Voilà, ça, c'est pour ce qui est, en tout cas, de Soleil. Et pour ce qui est de Éther, ben, c'est la dernière chanson du disque. Encore là, de la liberté absolue. Presque rien comme texte. Et c'est là que vraiment je suis allé faire un hommage un peu à Born Slippy de Underworld dans le milieu du morceau. Le Pro One est à son vraiment est splendide là-dedans aussi vers la fin et tout. Là vraiment c'est le côté techno très percutant et c'était mon objectif de faire quelque chose de violent en fait. Je trouve que justement je suis très en général dans des trucs assez vaporeux et tout et dans ce disque-là, je voulais qu'on passe de quelque chose de vaporeux à quelque chose de vraiment hardcore, violent, quoi, techno. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Éther. Super. Bon, ben, on s'en va écouter ça de ce pas. Donc, Soleil et Éther de l'album Éther de Peter Peter. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Soleil et Éther du nouvel album de Peter Peter. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. T'as un nouvel album qui vient tout juste de sortir. Est-ce que tu t'en... Ben, en fait, je me demandais, les spectacles, festivals, c'est-tu quelque chose qui va se passer pour cette... Les festivals, on est arrivé un peu tard. Il y a la noce, déjà. Ça va être très cool. Sinon, là, on annonce... là, en ce moment, il y a 12 dates qui vont être annoncées là. Si c'est pas déjà fait, vous regardez. Je suis un peu perdu dans la chronologie, mais ça sort là. J'ai 12 dates que j'ai déjà la photo que je vais partager. Ou c'est peut-être déjà partagé. Faut voir. Pour te suivre, la meilleure façon, c'est... Instagram, je pense. Ouais, Instagram. Ouais. Un classique. Ou dans la rue, si vous me voyez, vous pouvez me suivre dans la rue. C'est quand ton prochain spectacle? C'est une bonne façon. Parfait. Ben, le lien de tout ça est dans la description, donc allez cliquer là-dessus. Puis je m'appelle Joël, je suis avec Peter Peter. Vous écoutez En accord avec le son. Puis je peux vous souhaiter une excellente semaine. Merci encore. Merci. Au revoir.